Bonjour à tous. Bienvenue à cet après-midi de réflexion. À quelles conditions le stage est-il formateur? Alors, pour me présenter brièvement, je m'appelle Christophe Bacot, je suis instituteur primaire en fonction dans une école montoise, l'école primaire du Sacré-Cœur, et je termine un master en sciences de l'éducation à l'université de Mons. Et dans ce cadre, j'investigue deux champs de recherche, les pratiques effectives des enseignants ainsi que la formation des maîtres de stage. Et dans ce cadre, avec Antoine de Robert-Mazur, Marie Boquillon et Marc Demeux, nous avons pu proposer un référentiel pour la formation des maîtres de stage que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous expliquer aussi comment on l'a conçu, ainsi qu'une grande enquête qui a été, comme Marc l'a dit précédemment, complétée par 854 maîtres de stage. Et nous avons la chance d'avoir des échanges suivis avec une chercheuse au Québec, Liliane Portelance, qui a chapeauté un cadre de référence pour la formation des enseignants associés au Québec, donc ce sont nos maîtres de stage et des superviseurs. L'après-midi se déroulera selon le plan suivant. Premièrement, en ce qui concerne la présentation, j'introduirai le propos en faisant un peu un rappel sur les stages en enseignement. Et puis j'expliquerai comment nous avons élaboré la proposition de référentiel de compétences pour la formation des maîtres de stage, ainsi que le questionnaire de l'enquête, avant de vous présenter les grands résultats de l'enquête. Ensuite, on se répartira en 3 focus group. Un focus group, c'est différent d'un entretien où un enquêteur pose la même question à chacune des personnes. C'est vraiment un groupe de discussion. Et l'idée, ça sera que les participants, entre vous, vous essayez d'élaborer du sens à partir de quelques questions qu'on vous proposera. Et on va essayer de s'intéresser, c'est une proposition, sur la collaboration entre maîtres de stage et superviseurs. Voilà. Mais donc l'idée sera vraiment de se répondre entre vous. Et cette discussion, on va essayer de la porter dans un article scientifique. Donc ça veut dire qu'elle sera analysée. On essaiera de retirer les éléments importants pour les garder en mémoire, en fait. Et puis, si le temps le permet, on essaiera de faire un petit retour collectif. Alors, la formation des enseignants, c'est une formation professionnelle, comme vous le savez sans doute, qui allie la théorie et la pratique. Elle se passe dans 2 lieux, l'institution de formation et le milieu scolaire. Le lien entre ces 2 lieux peut être vu de différentes manières, et il peut notamment être vu comme une alternance intégrative, c'est-à-dire que les expériences vécues dans chacun des 2 lieux sont réinvesties dans l'autre lieu. Les 2 lieux sont en soi dédiés à la théorie et la pratique, même si peut-être l'institution de formation se dédie un peu plus à la théorie et le milieu de stage un peu plus à la pratique, mais dans les 2 lieux, on doit avoir recours à la théorie et la pratique. Alors les stages en enseignement, on le comprend bien, si la formation des enseignants est une formation professionnelle qui allie théorie et pratique, les stages sont une pièce maîtresse de cette formation professionnelle. Elles sont considérées par les étudiants comme une activité des plus significatives, des plus importantes pour leur apprentissage. Elles leur permettent de devenir plus efficaces en ayant des interactions avec de vrais élèves et aussi à atténuer le choc de la réalité, qui est une difficulté des jeunes enseignants. Bien qu'il soit primordial, le stage n'est pas toujours vécu de manière sereine par les étudiants. Desbiens et ses collègues nous disent par exemple que pour qu'un stage se passe bien, il faut que, à la fois du côté de l'institution de formation et du milieu scolaire, des ressources soient apportées tant en quantité qu'en qualité. Alors il serait intéressant d'aller un peu plus loin et de réfléchir, mais quelles sont ces ressources nécessaires ? Un autre point intéressant, quand on s'intéresse aux 3 types d'acteurs les plus importants dans un stage, que sont le futur enseignant, le superviseur et le maître de stage, est le fait que dans la littérature, on trouvera le terme de triade pour qualifier à quel point la relation et la collaboration entre ces 3 acteurs est importante pour qu'un stage se passe bien, et aussi l'importance de chacun des 3 acteurs. Autre élément intéressant, en ce qui concerne les maîtres de stage, quand on regarde un petit peu comment on va appeler le maître de stage dans d'autres systèmes éducatifs, c'est que par exemple au Québec, on va l'appeler l'enseignant associé, qui est associé à la formation des enseignants. En Suisse, on va l'appeler le formateur de terrain, et alors on montre bien qu'il est aussi, lui, acteur de la formation des enseignants. Le travail qu'on va faire aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus aux maîtres de stage, mais on pourrait très bien s'intéresser un peu plus aux futurs enseignants comme aux superviseurs. Aujourd'hui, je vous propose de mettre le focus sur le maître de stage.
Le maître de stage dans la formation des enseignants, c'est un acteur important, reconnu comme important par différents types d'acteurs, tels que les législateurs de différents pays, les étudiants, les chercheurs et sans doute les superviseurs. Il est important et il doit mobiliser des compétences spécifiques lorsqu'il accompagne un stagiaire. C'est-à-dire que le rôle de maître de stage n'est pas naturel, ne va pas forcément de soi, et qu'il doit mobiliser des compétences qui sont différentes de celles qu'il utilise comme enseignant. Par exemple, il doit être en mesure d'expliquer ses propres pratiques de manière assez soutenue, ce qu'il ne fait pas forcément au quotidien. Il doit être capable d'à la fois gérer la progression du stagiaire et celle de ses élèves, ce qu'il ne doit pas faire lorsqu'il n'est pas maître de stage, qu'il est simplement, entre guillemets, enseignant. Dire qu'il exerce des tâches non naturelles, ça sous-entend qu'elles peuvent s'apprendre. Et en Belgique, on observe à la fois un manque de prescrits dans les textes légaux et de formation. Alors le manque de formation, on a un peu, grâce à notre enquête, pu le mesurer, c'est-à-dire que 90% des 854 maîtres de stage ont affirmé ne pas avoir suivi de formation spécifique, 11% ont affirmé avoir suivi une formation spécifique, mais nous n'avons pas demandé quel était le type de formation. Alors peut-être qu'une simple après-midi de rencontre, ils ont considéré que c'était une formation. Donc voilà, on pourrait aller un peu plus finement sur le type de formation qui ont été suivies par les maîtres de stage belges francophones. En ce qui concerne le manque de prescrits, c'est vrai que quand on regarde les textes légaux, il y a très peu d'informations sur le maître de stage. Ça revient sur le devant de la scène, toutefois, et comme Marc a pu l'expliquer, à partir du décret de 2019 qui est voté, qui n'est pas encore d'application, qui est soumis à différents réajustements, pour la première fois, on va voir des objectifs pour une formation des maîtres de stage clairement explicités. Et on va proposer que cette formation prenne la forme d'un certificat universitaire. Ça revient également sur le devant de la scène avec la réflexion autour de la 4e année, vous avez peut-être pu voir dans les journaux, où il y avait une 4e année, puis on a dit que ça va être un grand stage. Mais un grand stage, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que c'est un stage qui va être encadré ? Encadré par qui ? De quelle manière ? Et puis on a pu lire dans la presse, et c'est une information à préciser, à vérifier, où on entendait encore une nouvelle fois renforcer la formation des maîtres de stage. C'est donc un sujet d'actualité. Alors notre équipe de recherche a rédigé une proposition de référentiel de compétences que vous avez peut-être déjà lu par ailleurs. Pour le rédiger, on ne s'est pas simplement, et je mets encore des guillemets sur le simplement, pas seulement, basé sur notre expérience, ni sur un cadre a priori de recherche. On s'est documenté et on a fait une assez importante revue de la littérature. Alors qu'est-ce que l'on a lu ? On s'est intéressé aux autres référentiels pour la formation des maîtres de stage, comme celui ici de Portelance et ses collègues, qui nous a inspirés tout de même. On s'est intéressé aussi à la littérature anglophone, comme ce texte de Glenn, où on essaye de conceptualiser, d'expliquer un peu le rôle du maître de stage. Est-il plutôt un mentor, un modèle ? Et il y a encore différents rôles que l'on peut proposer au maître de stage. On s'est également intéressé à d'autres dispositifs de formation qui existent, comme celui proposé par Schildre et Vandry, qui est un dispositif de formation hybride, à la fois en présentiel, à distance. On s'est intéressé à la littérature francophone portant sur les difficultés que peuvent vivre les futurs enseignants, tout comme les maîtres de stage. D'autres recherches sur les maîtres de stage en enseignement, en France ou en Belgique, par exemple, ou dans d'autres pays. Et on s'est également ici intéressé, avec le texte de Bouton et ses collègues, à la littérature sur les maîtres de stage, mais pas dans le domaine de l'enseignement, mais dans d'autres domaines, puisque c'est quand même un domaine qui touche différentes professions. Et ici, par exemple, ce texte touche à la médecine, le maître de stage. Et un peu le pari qu'on fait, c'est que la proposition de référentiel pourrait être transprofessionnelle, moyennant peut-être certaines adaptations, réflexions, mais en tout cas, il y a quelque chose de commun entre un maître de stage dans l'enseignement et dans d'autres types de formations. Après avoir lu cet ensemble de la littérature, on a essayé de la synthétiser avec une approche par compétences, et donc on a rédigé 6 compétences qui nous semblaient bien rendre compte de la littérature.
La première compétence, c'est la compétence relationnelle, interagir avec le futur enseignant. La deuxième compétence touche à cette double identité où il est à la fois formateur d'enseignants et à la fois enseignant. La troisième compétence renvoie à la nécessité pour le maître de stage à certains moments de devoir présenter et expliquer des pratiques de gestion de classe ou de gestion d'apprentissage aux futurs enseignants. La quatrième compétence est une double compétence, c'est-à-dire qu'il est question pour l'enseignant d'avoir lui-même une pratique réflexive, donc d'être capable de réfléchir à ses actions présentes, passées et futures, mais aussi d'aider le stagiaire à porter un regard réflexif sur ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment deux choses différentes. Une compétence qui porte sur l'aide, sur l'aide, l'étayage, où on va retrouver différentes tâches assez diverses, l'observation du futur enseignant, son évaluation, la nécessité de lui donner des rétroactions, et aussi de l'aide, l'étayage. Et enfin, une sixième compétence qui est liée aux autres dans notre modèle, qui est celle de collaborer, de co-encadrer le futur enseignant, donc de collaborer avec les superviseurs de l'institution de formation. On ne voulait pas que ces compétences soient trop larges, ce qui est souvent une critique qui est adressée à l'approche par compétences, et donc on a essayé de les préciser par un ensemble de connaissances, savoir-faire, savoir-être, qui sont reprises dans un tableau, et ces listes sont non exhaustives, elles se terminent toujours par des points de suspension, car très probablement, il y a d'autres savoir-faire, connaissances et savoir-être que nous n'avons pas listés. En plus de cela, un texte suivi essaie de préciser encore une fois ce que l'on entend par ces différentes compétences. Une fois que notre référentiel avait été publié, on a continué et on continue toujours ce travail d'actualisation, de lecture, et nous avons pris connaissance d'une autre revue de la littérature sur les maîtres de stage par une équipe qui est aux antipodes de la nôtre et aux antipodes physiques puisqu'elle se situe en Australie. Mais se situer loin ne veut pas dire que nos documents ne se ressemblent pas. Et pour voir un petit peu, avant de confronter les deux documents, on a confronté la bibliographie des deux documents, donc sur quelles sources les deux textes ont été construits, et on s'est aperçu qu'il y avait peu de recouvrement. Donc nous n'avons pas utilisé les mêmes textes pour construire nos textes. Bien. Alors, la question suivante, c'était de savoir, mais est-ce qu'il y a des liens entre leur texte et le nôtre? Est-ce qu'il y a une forme de validation théorique? Selon notre lecture, ce qui est un travail en cours de publication, il y a une grande proximité entre notre proposition et la leur. Le lien qu'on peut établir avec la première compétence, interagir avec le futur enseignant, eh bien, se rapproche, il parle de domaine et pas de compétence, du troisième domaine d'Ellis, Alonso et Nguyen, établir une relation efficace avec le futur enseignant. La deuxième compétence se rapproche de leur deuxième domaine, développer une disposition et des connaissances professionnelles en matière de mentorat. Mentorat qui est un terme qu'on retrouve beaucoup dans la littérature anglophone. La troisième compétence est explicitement proche, puisqu'on parle d'un côté de modeler les bonnes pratiques, ou en tout cas de présenter, d'expliquer des gestes professionnels. Et Ellis et ses collègues nous proposent modeler un enseignement efficace et faire des liens entre la théorie et la pratique, ce qui est le cas lorsque l'on explique et que l'on montre des gestes professionnels, on fait des liens entre la théorie et la pratique. La quatrième compétence se rapproche de leur quatrième domaine, faciliter l'apprentissage du futur enseignant. La cinquième compétence de leur sixième domaine, fournir une direction et un soutien. La sixième compétence, co-encadrer le futur enseignant, est tout à fait proche de notre idée de collaborer avec l'université. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils le mettent en première compétence ou premier domaine. Nous, on l'a mis en dernier, mais on l'a relié à tous les autres. Donc là aussi, encore une fois, il y a des liens très, très, très forts. Ils ont identifié un septième domaine, faire preuve d'ouverture d'esprit et soutenir le développement de l'identité professionnelle des enseignants. À proprement parler, ce n'est pas une compétence de notre référentiel, mais c'est ce qui est en chapeau de notre référentiel, et c'est dit dans le texte, c'est que l'objectif d'une formation des maîtres de stage, au fond, eh bien, c'est que le maître de stage soit à même de développer l'identité professionnelle des enseignants. En plus de cette validation théorique, il y a une forme de validation empirique, puisque quand on a demandé au maître de stage de se positionner un peu sur le niveau de maîtrise idéal d'un maître de stage pour chacune des compétences, ce que je vais présenter à la suite, en partie, eh bien l'évaluation est positive. Ce travail est aussi en cours de publication.
Alors voici maintenant un peu comment on a élaboré le questionnaire de l'enquête. On est parti, en fait, au départ sur la concept analyse des besoins de formation, où on essaie de mettre en parallèle une situation réelle, actuelle, avec une situation idéale. Aussi, pour chacune des 6 compétences, on a rédigé des items, des questions, qui nous permettent en fait de savoir un petit peu avec quel niveau de maîtrise les maîtres de stage disent maîtriser les compétences. Donc ça nous renseigne sur le niveau de maîtrise des compétences. Pour chacune des questions que je vais vous présenter à la suite, et l'intitulé exact des questions est reprise en fait à la fin du fascicule que vous avez, où j'ai repris le questionnaire complet. Pour chacune des questions, les maîtres de stage devaient se positionner sur une échelle de Likert allant de aucune maîtrise à excellente maîtrise. Et ce questionnaire est en 2 parties. La première partie, on demandait aux maîtres de stage avec quel niveau de maîtrise, lorsque vous accueillez un stagiaire dans votre classe, êtes-vous en mesure d'interagir avec lui et d'élaborer une relation de confiance. Ce qui nous permet en fait d'avoir ici le niveau actuel déclaré, ce que ressentent les maîtres de stage comme niveau de maîtrise personnel, disons. Et puis il y avait une deuxième partie au questionnaire. On a repris les mêmes items, les mêmes questions, sauf qu'on a dit, on leur a demandé pas lorsque vous accueillez un stagiaire dans votre classe, mais on leur a demandé, dans l'idéal, un maître de stage, avec quel niveau de maîtrise il devrait être capable d'interagir avec le futur enseignant, etc. Ce qui nous permet en fait de calculer une différence entre une situation réelle, on va dire actuelle, et une situation idéale, ce qui permet, in fine, d'identifier des besoins de formation ressentis par les maîtres de stage. Ce travail est en cours de publication. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait cette première partie, qui est l'auto-évaluation des maîtres de stage sur différentes tâches inhérentes à leur fonction de maître de stage. L'ensemble de cette présentation, des résultats, sont disponibles dans cet article qui vous sera remis à la fin de la journée avec le référentiel. Donc vous repartirez aussi avec les 2 documents imprimés. Vous l'avez peut-être déjà parcouru. Voilà. La présentation sera un petit peu différente de celle qui est proposée dans l'article, mais ce sont les mêmes questions. Alors, voici nos 22 questions, nos 22 items que l'on a essayé de classer. On a essayé de synthétiser un peu toute cette information et on les a classés de l'item qui avait reçu le plus de réponses très bonne ou excellente maîtrise, celui-ci, à celui qui en avait le moins. Puis on voit qu'ils sont bien classés dans un certain ordre. En bleu, vous pouvez lire le nombre de réponses bonne maîtrise. Et puis, en rouge, ici, on a rassemblé les réponses faible maîtrise, très faible maîtrise, aucune maîtrise. Cela nous permet en fait... Pardon, avant cela, on voit qu'il y a une grande différence dans l'évaluation des différentes tâches par les maîtres de stage, puisque, par exemple, pour le premier item, on passe de 70% à 30% de maîtres de stage qui ont répondu à avoir une très bonne ou une excellente maîtrise. Ce qui veut dire que c'est assez fin, en fait. Ça nous permet de renseigner assez finement sur le niveau de ressenti. En ce qui concerne le nombre de réponses bonne maîtrise, il varie de 29 à 55%, et celui de faible maîtrise ou moins, de 1 à 18%. Cela nous permet d'avoir un premier classement, une première évaluation des différentes compétences. Synthétiquement, on peut dire que la compétence interagir avec le futur enseignant est celle qui est la mieux évaluée, donc c'est l'aspect relationnel. La compétence suivante serait modeler les gestes professionnels, adopter la double identité d'un maître de stage, guider le futur enseignant, puis développer la pratique réflexive et enfin co-encadrer le futur enseignant. Alors, bien qu'informant, ce classement nécessite d'avoir une vue plus précise, qu'est-ce que l'on entend et qu'est-ce que l'on a demandé précisément au maître de stage au sujet de ses compétences. Et ce que je vais vous présenter maintenant, compétence par compétence, les questions qu'on leur a posées et le niveau de maîtrise qu'ils ont déclaré. Alors, en ce qui concerne la première compétence, donc la compétence relationnelle, où on leur a demandé, tiens, avec quel niveau de maîtrise êtes-vous capable d'interagir et d'établir une relation de confiance avec le futur enseignant? C'est l'item qui a été le mieux évalué, le plus positivement, avec près de 70% de réponses, très bonne ou excellente maîtrise. Et c'est cet item-là qui nous renseignait sur la compétence interagir avec le stagiaire.
En ce qui concerne la compétence modeler les gestes professionnels, donc c'est la capacité du maître de stage à présenter, expliquer des pratiques de gestion de classe et de gestion des apprentissages. Eh bien, on voit que les deux items qui étaient rattachés à cette compétence-là ont été très bien évalués. Celui sur la gestion de classe, légèrement mieux que celui sur la gestion des apprentissages. Cette bonne évaluation se retrouve aussi quand on leur a demandé, quand on s'est intéressé au maître de stage idéal, donc dans la deuxième partie du questionnaire, où aussi ces deux items ont été très positivement évalués par les maîtres de stage, ce qui n'est pas vraiment étonnant, puisque dans la littérature, autant anglophone que francophone, on retrouve à un moment cette nécessité du maître de stage, pour le maître de stage, de modeler, de présenter et d'expliquer des gestes professionnels au bénéfice du stagiaire. En ce qui concerne la troisième compétence de notre classement, adopter la double identité d'un maître de stage, eh bien, on se rend compte qu'on est dans la première partie de notre classement, mais plutôt à la fin de la première partie, si on a l'item médian. Donc, c'est-à-dire qu'on a une évaluation plutôt positive, mais perfectible. Alors, de quoi ? Eh bien, de la capacité à gérer à la fois la progression des élèves et celle du stagiaire, ici, tout comme la capacité à adapter ses attentes en fonction du niveau de développement du stagiaire, on avait dit par rapport au niveau d'études. Est-ce que vous arrivez à avoir des exigences peut-être un peu moindres pour un élève de bac 1 qui n'aurait pas forcément vu ce qu'était l'évaluation formative par rapport, mais voilà. Et donc, on voit au fond que le maître de stage est prêt à prendre son rôle, sa double identité de maître de stage, mais que c'est perfectible. En ce qui concerne la cinquième compétence, on a demandé différentes choses. On s'est intéressé étayage, donc c'est l'aide fournie au stagiaire, qui est bien évaluée, l'observation du stagiaire et son évaluation. On voit que ça se répartit plutôt dans la première partie, bien que l'observation et l'évaluation se rapprochent de la deuxième partie. En ce qui concerne cette compétence, eh bien, on se rend compte que le maître de stage se sent de manière générale plus à même à fournir de l'aide au stagiaire qu'à l'observer ou qu'à l'évaluer. Et puis on s'est dit, essayons d'être un peu plus précis, de l'aide, oui, mais de l'aide sur quoi ? Eh bien, on a demandé donc pour les trois tâches ici, aider, observer, évaluer, de se positionner en fonction de si c'était sur la prestation, donc la leçon qui est donnée, ou si c'est sur la préparation, le document écrit, la leçon écrite. Et pour les trois tâches ici, on se rend compte que les maîtres de stage, en général, se sentent plus à même à fournir de l'aide sur les prestations que sur les préparations. Et ça se retrouve pour le reste. Ils se sentent plus à même à observer une prestation qu'à observer objectivement une préparation. Et ça se retrouve également au niveau des réponses faible maîtrise ou moins. Vous voyez ici, en rouge. Même chose ici, en rouge. Et cet écart se retrouve également en ce qui concerne l'évaluation. Donc, en conclusion de cette dia, brièvement, l'aide est mieux maîtrisée que l'observation, qui est mieux maîtrisée que l'évaluation. Et ce sont toujours les prestations qui sont mieux évaluées que les préparations, pour vraiment synthétiser là-dessus. Alors, en ce qui concerne la pratique réflexive du futur enseignant, on se rappelle que c'était une double compétence, à la fois porter un regard réflexif comme enseignant sur sa pratique et développer la pratique, ou en tout cas accompagner le futur enseignant dans sa pratique réflexive. On se rend compte, premièrement, que c'était une compétence pour laquelle on a eu besoin de beaucoup d'items pour pouvoir rendre compte de la complexité du phénomène. Et que ce sont des items qui se répartissent sur tout le spectre. Certaines tâches bien maîtrisées, très bien maîtrisées même, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Essayons d'être un peu plus précis. En ce qui concerne la capacité du maître de stage à développer la pratique réflexive du stagiaire, on se rend compte que les trois items qui portaient sur la capacité à développer la pratique réflexive sont les trois items qui sont les moins bien évalués, qui sont vraiment à droite du spectre. En ce qui concerne la capacité du maître de stage à analyser ses propres pratiques, on se rend compte qu'ils se sont capables, tout à fait capables, de le faire lorsqu'il s'agit de le faire en
de différentes manières. C'est-à-dire que pour porter un regard réflexif, eh bien, je peux raconter ce que j'ai fait en classe, je peux proposer des alternatives, d'autres manières de faire pour les prochaines fois, et on voit que cette manière de faire est évaluée positivement, plutôt positivement en tout cas, qu'il y a un très grand écart quand on demande de faire la même chose, mais à partir de différentes sources. L'avis de collègues, des lectures pédagogiques, scientifiques, on voit que c'est déjà beaucoup moins évident au niveau de la répartition des réponses, à partir de la répartition des réponses. Même chose, plus ou moins, quand on leur demande leur niveau de maîtrise en ce qui concerne la justification. Alors quand vous devez justifier ce que vous faites en classe, eh bien, on se rend compte qu'ils se sentent tout à fait capables et tout à fait à l'aise pour le faire à partir du contexte. Voilà, les maîtres de stage se sentent capables de justifier ce qu'ils font à partir de ce qui se passe autour d'eux. Ça semble déjà moins aisé et moins évident quand on leur demande à partir d'arguments pédagogiques. Et c'est ce qu'on peut remarquer ici avec notamment les réponses faible maîtrise ou moins. Et cela est moins évident également lorsqu'on leur demande de faire ça à partir d'arguments éthiques, comme par exemple les grandes missions de l'école. Est-ce que vous faites ça pour réduire l'équité ? Pas réduire l'équité, mais plutôt pour, pour favoriser l'équité au sein de vos groupes, favoriser le vivre ensemble, etc. Enfin, la dernière compétence ici, co-encadrer le futur enseignant. Les 3 items qui étaient rattachés à cette compétence sont dans la deuxième partie du classement. Il y a un item qui est assez intéressant qui est modelage superviseur. Donc cet item est en fait très très proche dans sa rédaction, et vous pouvez le vérifier dans le carnet, des 2 items gestion de classe et gestion des apprentissages. C'est-à-dire qu'on a demandé, pour gestion de classe et gestion des apprentissages, avec quel niveau de maîtrise êtes-vous en mesure de montrer des pratiques de gestion de classe ou de gestion des apprentissages. Et puis pour cet item-ci, on a dit la même chose, sauf qu'on a ajouté « choisi avec le superviseur ». Et on voit que quand on a fait intervenir le choix avec une autre personne, ça a été moins bien évalué que les 2 autres items qui sont ici. En ce qui concerne l'argumentation des choix, argumenter, donc c'est-à-dire argumenter vos choix avec le superviseur, vos propres choix pédagogiques, on voit qu'ils se sentaient plutôt à même de justifier selon le contexte, et qu'ici, l'évaluation est moins positive. Même chose quand il s'agit d'identifier les différences de points de vue pour en discuter avec le superviseur ou le stagiaire. Ici, on ne rapporte, j'insiste sur ce point quand même, c'est qu'on ne fait que rapporter le propos de maître de stage, et ce sont des constats. Des constats qu'il convient après d'interpréter. Est-ce qu'on est vraiment sur un problème de niveau de maîtrise, notamment avec ici, ou est-ce que ce n'est pas une question de temps, d'espace, de discussion ? Et c'est en fait là-dessus qu'on va essayer de commencer les focus group, j'aimerais faire ça avec vous, c'est qu'on essaie d'interpréter un peu collectivement ces réponses des maîtres de stage, et puis après de réfléchir, tiens, mais ça serait quoi la collaboration idéale ? Comment on l'imagine ? Et puis de discuter ensemble à ce sujet. Un autre résultat de l'enquête qui peut aussi alimenter la réflexion, et j'insiste aussi, c'est vraiment une question de réflexion, à quelle fréquence avez-vous eu l'occasion de vous concerter avec une institution de formation de futurs enseignants au sujet des pratiques pédagogiques auxquelles formait le futur enseignant ? Eh bien, on se rend compte que 38% des maîtres de stage nous indiquent n'avoir jamais eu cette occasion, 33% moins d'une fois par stage, 17% au moins une fois par stage et 12% lors de chaque visite. Donc en soi, 75% nous disent moins d'une fois par stage et 25% nous disent lors de chaque stage, voire de chaque visite. En conclusion, on a pu vous présenter un référentiel qui bénéficie d'une forme de validation théorique et empirique, et nous avons pu poser des constats. Le premier constat, c'est que les maîtres de stage se semblent globalement prêts à prendre en charge leur rôle et qu'ils sont intéressés. Ce qui explique un peu le nombre, selon nous, de répondants, c'est qu'ils sont intéressés à parler, à discuter de leurs fonctions. Ils se sentent plus compétents, selon cette étude, pour certaines tâches que d'autres. Et on a pu identifier quelques difficultés, notamment à justifier ou développer la réflexivité selon des arguments théoriques, des difficultés liées aux préparations, l'observation et l'évaluation, et des difficultés dans l'harmonisation des pratiques avec l'institution de formation. Ces constats, il convient, et voilà, je le ressouligne ici, de les interpréter, et on peut faire ça de différentes manières.
Le travail classique d'un chercheur, ça va être de le faire en parallèle de la littérature, et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, dans notre article. Mais on peut aussi le faire autrement, qui est de demander l'avis des acteurs, et c'est ce qu'on va faire maintenant, dans les focus group. Je rappelle, les focus group ne sont ni des questionnaires oralisés, ni des entretiens. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas poser la même question à chacun d'entre vous en attendant une réponse personnelle de chacun, mais vraiment de discuter ensemble, de générer une discussion, que les personnes se répondent. C'est vraiment là tout le cœur du focus group, pour essayer d'élaborer une signification commune. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci.